et c'est pour ça que ce personnage n'est pas moi, de représenter le type que je ne veux surtout pas devenir. Et c'est vrai que chaque fois que je vais à une émission de télé, je me dis toujours la pente, elle est tellement facile d'abord de devenir une merde égocentrique. Et j'ai vu en l'espace de 4 ans. Non mais je suis sûr que vous en connaissez. Mais là vous êtes omniprésent, alors c'est dangereux, vous êtes en danger mon cher Nathan. Il a failli être rabbin, il a préféré devenir alcoolique. Nathan Dever, bonsoir. Vous êtes normalien, vous avez publié déjà 5 livres à 27 ans. Et le dernier s'intitule Surchauffe, chez Albin Michel. Et en cette rentrée, on parle beaucoup de ce livre qui figure sur les listes de plusieurs prix littéraires. Et on parle aussi de vous pour d'autres raisons extra-littéraires, parce que vous étiez chroniqueur sur CNews et vous êtes passé sur le service public à France Culture, France Info, France 5. Mais alors, c'est vous qui êtes en pleine surchauffe. Exactement. Bonsoir Frédéric Becbédé, je suis ravi de dialoguer avec vous. Oui, la surchauffe, mais je crois que quand on écrit un roman, même si on ne parle pas forcément de soi. Je ne suis pas forcément favorable à cette idée que le roman ne serait qu'un autoportrait déguisé, mais on part de quelque chose qu'on a éprouvé très profondément en soi-même. Mais d'ailleurs, l'héroïne du livre fait un burn-out, et vous aussi, vous avez fait un burn-out à un moment. Exactement. Ouais. Et c'était mon entrée dans ce roman. J'ai fait, comme beaucoup de gens, je crois, un Français sur 5, en tout cas un travailleur sur 5 a déjà fait cette expérience. Il y aura peut-être un burn-out pendant l'émission, d'ailleurs. Mais possiblement. Voilà, restez. Possiblement. On va voir. Même s'il y a un cadre de sérénité ici et que vous n'inspirez pas ça. Mais le burn-out, je trouve que c'est une expérience qui est très mal nommée. Parce que quand on en fait un, on n'a pas l'impression de brûler soi-même. On a l'impression que c'est le monde qui nous entoure, le monde du travail, enfin je sais pas, des choses très concrètes, se réveiller le matin, avoir 25 mails avec écrit urgentissime, urgent, 3e relance. C'est pas mon cas, mais c'est le vôtre, mais vous l'avez cherché un petit peu. Parce que vous êtes partout, on ne voit que vous. On vous voit dans une émission de télé, on veut se débarrasser de vous, on éteint, et à ce moment-là on allume sa radio et on vous entend. Exactement. On ne peut pas vous échapper, non. Nathan Dever. Et le drame, c'est que je suis insupportable. on a envie de ne plus m'écouter, on se dit on va zapper, on enlève France 5, hop, il arrive sur France Info. Donc le type se retrouve absolument partout, oui. Non, mais cela dit, c'est vrai que c'est étonnant parce que vous étiez avec Pascal Praud, c'est pas tout à fait le même style que France Culture. Alors, vous pensez qu'ils ont eu besoin d'un chroniqueur un peu original, différent ? Je sais pas si c'est exactement comme ça. Moi, j'étais chez Pascal Praud et j'étais sur CNews pour une raison vraiment très simple que j'assumais comme telle et que je disais comme telle et que je revendique. C'était que quand j'ai commencé à être dans les médias, j'ai eu une proposition pour être dans les 3 grandes chaînes info qui existent privées. Donc j'avais vraiment l'embarras du choix. Et j'ai choisi librement, sciemment, d'aller sur CNews plutôt que sur les autres pour être chroniqueur là-bas, précisément parce que c'était celle où j'avais le plus de désaccords. Et je crois, dans une période qui croit de moins en moins au débat, une société de plus en plus polarisée, où il y a des Français qui ne se parlent presque plus, qui ne se touchent plus, qui ne veulent plus questionner ensemble, réfléchir ensemble, argumenter, etc., ça me semblait important d'essayer d'aller me frotter à des idées qui soient opposées aux miennes. J'ai réussi, j'ai raté, je sais pas, c'est pas à moi d'en juger, en tout cas moi je regrette pas. Ensuite maintenant j'allais pas faire ça toute ma vie et c'est vrai que là c'est des expériences qui me ressemblent plus entre guillemets. D'ailleurs vous êtes l'auteur d'un essai, Penser contre soi-même. C'est dans cet essai-là que vous racontiez que vous aviez au départ une vocation religieuse. Vous étiez parti pour devenir un rabbin et puis voilà, c'est vrai que la question se pose, comment on passe de rabbin à chroniqueur télé, j'aimerais bien comprendre. Mais c'est vrai que penser contre soi-même, c'est ce que vous dites. Aller dans un endroit qui ne vous correspond pas est plus intéressant que d'aller dans un endroit où tout le monde va être d'accord avec vous. Oui. Exactement, et je crois que quand on s'est éloigné d'une religion, la religion c'est tellement beau, c'est tellement magnifique, c'est tellement grand, c'est tellement transcendant. Quand on a pris la porte de la religion parce qu'on n'y croyait plus, on essaye, je ne sais pas si je vais réussir toute ma vie, mais on essaye de ne pas retomber dans des religions de substitution, dans des idéologies, dans des pensées toutes faites, etc. Et donc c'est vrai que quand j'interviens dans le débat public ou quand j'écris, j'essaye de ne pas me réinventer des religions. Mais êtes-vous d'accord avec vous-même ? J'essaye de ne pas l'être. Oui, c'est ça. Et ça me semble Par extrêmement exemple, là, ce que vous venez de dire, à savoir qu'il ne faut pas avoir une religion, en fait, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Peut-être. C'était pour vous foutre dans la merde. Non, c'était juste... Je vais essayer de dire le contraire d'ici 20 minutes. Oui. Bon, bref. Non, alors, Surchauffe, 2e roman de Nathan Dever.
part d'une idée excellente, je trouve. C'est Jade, qui est une directrice de compagnie hôtelière de grand luxe. Elle est chargée d'ouvrir un nouvel hôtel 5 étoiles sur une île totalement sauvage, une île où on ne peut pas aller sans se faire tuer. C'est bien ça. Et elle existe, cette île. Exactement, cette île, elle existe vraiment. Elle a un nom qui est magnifique, elle s'appelle l'île de la Sentinelle, ou l'île de Sentinelle Nord, mais en tout cas, c'est déjà une idée d'un nom qui est lui-même insulaire. Et quand j'ai appris l'existence de cette île, j'ai été tout de suite fasciné, et j'ai passé 2 ans à me documenter comme un dingue, à vivre sur une planète parallèle, parce que cette île, elle est banale en apparence, hein, je veux dire, c'est une île qui est dans le golfe du Bengale, donc tout à l'est de l'Inde, dans un archipel qui s'appelle les îles Andaman, une île tropicale, paradisiaque, comme il y en a des milliers dans la région. Mais elle est la dernière île qui échappe à la mondialisation, qui est complètement invisible. Sur Google Earth, on ne peut rien voir d'elle, à part juste une tache verte correspondant à la canopée, parce qu'elle est habitée par un peuple qui a décidé de vivre complètement fermé, replié sur lui-même. Et c'est une métaphore, évidemment, peut-être, parce que vous êtes un philosophe de formation, donc vous avez voulu faire une sorte de conte philosophique, peut-être contemporain, la métaphore de la globalisation ou du repli sur soi. Qui a raison? Est-ce que ce sont ces sentinelles qui ont raison de ne pas accepter le capitalisme qui détruit la planète, ou est-ce que c'est cette héroïne, Jade, qui veut coloniser le dernier endroit qui lui échappe? Le problème, justement, c'est que je trouve qu'on ne sait pas. En tout cas, je crois que c'est l'intérêt du roman, que de poser des questions sans avoir de réponse. Et dans l'histoire de cette île, et dans mon roman, c'est aussi le cas, il y a une ambivalence, parce que d'un côté, les sentinelles ont raison d'être restés fermés sur eux-mêmes. Tous les autres, en fait, ils sont arrivés il y a 60 000 ans dans cette région d'Afrique, des premières migrations humaines, mais ils sont arrivés en même temps que plein d'autres peuples. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les autres peuples qui habitent dans les autres îles, ils ont tous disparu, ou quasiment disparu, les uns en se faisant massacrer, génocider, bon ça, entre guillemets, c'est horrible, mais c'est assez classique, voilà, mais d'autres, rien qu'en touchant la modernité. En rencontrant d'abord un anthropologue, puis en prenant un briquet, puis en prenant de l'alcool, puis etc., etc. Et en 3 générations, ils ont été décimés. Et donc, ils ont raison, les sentinelles, en un sens, de dire « nous voulons vivre fermés sur nous-mêmes parce que la mondialisation tue, le monde tue ». Et d'autre part, évidemment que c'est un modèle de société qui est hyper flippant en même temps. C'est des xénophobes, ce sont des anti-migrants, ce sont des gens qui refusent le mélange, c'est effrayant. Vous qui êtes plutôt progressiste, ça devrait vous horrifier. Totalement. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est parce que ça me fascine tout en m'horrifiant leur modèle de société. Et en l'occurrence, là, il m'horrifie. Parce que leur modèle, il consiste à dire, quand quelqu'un vient sur notre rivage, ça peut être un colon, ça peut être un militaire, ça peut être un marchand d'armes, mais ça peut être un anthropologue, un touriste gentil, un curieux, un écrivain. On va lui réserver le même sort, on va le chasser, et s'il veut pas partir, on va le buter. Oui, ils ont tué, notamment raconté l'histoire de John Shaw. Oui. C'est un jeune étudiant qui est allé sur cette île pour aller à la rencontre pacifiquement de cette tribu qui le fascinait. Il y est resté. Exactement, avec une petite nuance, c'est qu'il se prenait pour Dieu, en tout cas pour l'envoyé de Dieu. Il était évangéliste hardcore, et il était persuadé qu'il allait leur apporter le Christ. Ouais. Bon, mais ça, ils le savaient pas quand ils l'ont tué. Mais en tout cas, ils l'ont tué quand même. Mais il y a plein de gens qui se sont fait, des marins dont le bateau a échoué, qui se sont endormis, qui se sont réveillés, hop, immédiatement égorgés. C'est arrivé. Et donc, ce modèle-là, je le trouve, en tout cas, je trouve que l'histoire des sentinelles, elle raconte en négatif l'histoire de notre monde, de comment s'est construit notre monde. Oui, mais je dirais, à un moment, ce sont des crimes de tuer des gens. Il n'y a pas eu un moment, le gouvernement indien n'a pas eu envie de réagir, je ne sais pas, d'amener ces Indiens devant un tribunal. Ce qui est marrant, c'est que c'est le contraire, en fait. Oui. Au 19e siècle, les Anglais voulaient de force les ramener à la civilisation, et j'en parle un peu dans le livre. Celui qui s'occupait de la région, qui s'appelait Vidal Portman, il disait c'est des débiles, c'est des gens qui sont faibles, c'est des sauvages, il faut les éduquer de force. Il n'a pas réussi. Et aujourd'hui, les autorités indiennes, elles ont le réflexe inverse. Oui. Elles disent un peuple veut vivre isolé, on va donc interdire d'accès l'île avec un périmètre de 5 km, et quiconque le franchit, il fera 7 ans de prison. Et c'est pour ça que je trouve que chaque fois qu'une époque s'est trouvée confrontée à cette île, en fait, elle a vu dans cette île son propre miroir. Et comme si ça racontait l'histoire, non pas de cette île, on ne sait rien sur cette île, mais l'histoire de nos propres représentations. C'est ça qui m'a intéressé. Oui. D'ailleurs, ça fait penser à Astérix.
Mais oui. Le dernier petit village qui résiste à l'envahisseur romain. Et Astérix, il y a une idéologie finalement assez réac derrière, voilà, en rigolant. Mais vous comparez d'ailleurs les deux à un moment. Bien sûr, ouais. Et je les compare parce que ça ressemble évidemment énormément, à la fois sur le petit village qui résiste à l'envahisseur, et en même temps sur la force et la faiblesse. L'armée de Rome dans Astérix, elle est super puissante, super équipée, et Astérix et Obélix, tout le monde le sait, ils ont juste leur potion magique, mais c'est un peu pareil pour les Sentinelles, c'est un peuple de chasseurs-cueilleurs, donc ils ont un mode de vie qui n'a absolument rien à voir avec notre technique moderne, ils sont quasiment nuls. Les rares photos qu'on a d'eux prises depuis quelques centaines de mètres, on voit bien ça, et pourtant ils ont survécu à toutes les catastrophes, à la colonisation, mais même très récemment au tsunami de 2004. Quand il y a eu le tsunami de 2004 dans la région, les autorités indiennes se sont dit c'est sûr qu'ils se sont fait massacrer, et donc ils ont envoyé un hélicoptère pour aller voir ce qu'il en était des sentinelles. Et alors la photo est incroyable, on voit un chasseur sentinelle essayer de tirer à l'arc sur l'hélicoptère, parce qu'ils trouvent ça, voilà, vous n'avez pas le droit de venir vérifier. Donc je trouve que ça raconte bien aussi la manière dont une simplicité de mode de vie a pu être beaucoup plus puissante que des empires, que des civilisations qui en apparence étaient beaucoup plus perfectionnées. Alors on passe au jeu devine tes citations. Ah oui. Cher Nathan, je vous lis des phrases de vous tirées de vos différents livres. C'est intimidant, ça fait peur. C'est effrayant. C'est-à-dire que je suis l'équivalent parisien d'un sentinelle, quoi, de la tribu des sentinelles. Nous ne sommes plus des hommes, mais des nombrils hurleurs. C'est dans les liens artificiels et c'est probablement au début, je crois. Vous aimez la science-fiction ? Parce que vous dites, nous sommes plus des hommes, on entre dans une sorte de post-humanité avec l'IA, avec les robots. Et c'est vrai que vos deux romans sont un peu des romans de SF. Vous en lisez beaucoup de la SF ? Non, j'en lis pas trop. Non, j'aime bien j'admire beaucoup les romans d'anticipation, mais de science-fiction un peu moins. Enfin, en tout cas, c'est pas mon genre préféré. Donc, vous diriez que vous écrivez plutôt des fables, des fables dystopiques, peut-être. Je ne sais pas comment définir votre travail. Aidez-moi. Je dirais, en tout cas, quand je lis un roman ou quand j'en écris, que pour moi, le personnage principal d'un livre, c'est pas ce qu'on appelle son personnage principal, c'est le lieu où il se passe. Ah oui. Et donc c'était le métavers dans les liens artificiels. Avant j'en avais même écrit un sur qui se passait dans un cimetière, et c'était le cimetière. Et là c'est cette île. Et quand j'en lis c'est pareil. Quand on lit Proust évidemment, quand on lit n'importe quel romancier, je pense que les lieux construisent chaque fois un univers et construisent même une langue et un rapport au monde. Troisième citation de vous. Je désordonne, je disloque, je découpe, j'entrelace. Je mets les antipodes en perspective, j'embrouille. C'est la toute fin de Penser contre soi-même. Ouais. Voilà, 2023. Donc, penser contre soi-même, c'est un truc d'embrouilleur. Oui. D'accord, oui. Très bien. C'était un très beau texte d'ailleurs. Et est-ce que vous diriez que ne pas être d'accord avec soi-même, c'est vivre ? Je crois. Ouais. Je crois que c'est ce qui... Je crois que c'est vivre, et je crois que c'est vraiment, d'ailleurs, la littérature, c'est ça. Ce que j'aime, j'ai l'impression que tous les écrivains ont un point commun, en tout cas tous ceux que j'admire, c'est qu'ils sont tous un peu décalés par rapport à eux-mêmes. Il y a toujours une sorte de fragilité. Ils parlent pas de la même manière, de doute. Et en dehors des écrivains, c'est vrai qu'il n'y a rien de plus chiant que quelqu'un qui est fixé dans son... C'est le monde actuel qui est comme ça. Les gens veulent voir des gens d'accord avec eux. Les gens veulent disqualifier toute personne qui a un autre discours que le leur, y compris le tuer. Il y a des deux côtés. Maintenant, quand on est en désaccord, on se tire dessus avec des armes à feu. Et il faut plus être amis. Oui. C'est cette tendance de plus en plus à avoir des amis. On surveille même dans les restaurants les gens qui parlent à des personnes politiques. Ils sont filmés à leur insu. C'est ça. Pour vous, vous devez beaucoup souffrir en fait dans ce monde. Oui, alors je crois que c'était quand même le cas de tout. Enfin, je sais pas, mais je me demande si c'était pas le cas de toutes les époques. Ouais, on a l'impression que, peut-être on rêve d'un passé où les gens acceptaient de discuter. Ouais. Mais à part ici,
Ça n'a plus lieu. Mais vous avez raison, et je le dis sans ironie, je pense qu'il y a un trésor de la France, qui est l'art de la conversation, Oui. et qu'il faut défendre, alors qu'il pouvait avoir un côté dandy quand il n'était pas menacé, mais quand il devient menacé, et quand cette tradition de la tolérance, de l'ironie, du second degré, du doute, Ou même de l'engueulade. C'est très sain mais bien sûr, de s'engueuler avec quelqu'un plutôt que de lui tirer dessus. Bien sûr. Ouais. Et de dire éventuellement même des conneries dans une discussion et de revenir dessus plus tard. Et ça, c'est hyper important de le défendre. Bon, alors là, maintenant, je vous prends au mot. Prenons un exemple précis, le conflit israélo-palestinien. Est-ce que vous parvenez à penser contre Israël? Est-ce que c'est quelque chose de possible quand on est juif? Est-ce que c'est possible? Vous qui êtes le fils de Lionel Nakache, le grand neurologue, le presque rabbin, est-ce que vous arrivez à vous mettre à la place de l'ennemi ou du colocataire, selon... Merci pour cette question, parce qu'elle m'est importante. Moi, je connais très bien Israël, je suis attaché à ce pays, j'en parle la langue, etc. Mais en effet, je pense que penser contre soi-même, là, dans ce conflit, c'est absolument central. Et je suis effrayé par la manière, et je parle pas que en Israël et en Palestine, en France, les gens deviennent des moutons de panurge de leur propre camp, de leur propre drapeau, comme si ça interdisait toute réflexion critique. Je crois qu'aimer un pays, même aimer quelqu'un, aimer une femme, aimer un ami, etc., c'est le critiquer. Moi, avant de critiquer d'ailleurs le camp ennemi, je pense qu'il faut toujours commencer par critiquer son camp, idéologique, politique, etc. Et dans le cas d'Israël, moi, je suis désolé de faire de l'autocitation, mais je pense que c'est important dans ce sujet, mais avant même le 7 octobre, j'avais écrit une tribune qui m'avait été vachement reprochée en Israël, dans le monde, sur l'extrême droite israélienne qui pratiquait des pogroms en Cisjordanie, et aujourd'hui encore, moi, le spectacle, c'est même pas de l'extrême droite, c'est des fascistes fanatiques, c'est des sortes d'islamistes juifs, je sais pas le dire comme ça, voir ces gens-là être dans une partie du gouvernement en Israël, ça m'est absolument insupportable. Donc je pense que c'est très important. Et ça ne veut pas dire être complaisant vis-à-vis des problèmes ennemis. Ça veut dire que aimer son propre pays, aimer son propre camp, aimer son propre État, aimer ce qu'on aime, ça suppose de le critiquer. C'est comme ça qu'on aime. Oui. Dans le livre, il n'y a pas que Jade, donc Jade qui vous ressemble un peu puisqu'elle fait un burn-out comme vous. Il y a aussi Thomas, son mec, qui devient connu. Et il devient célèbre, et donc c'est un gros connard. Et ça aussi, vous vous êtes identifié à ce personnage? Justement, je crois que... Parce que vous décrivez assez bien là comment la célébrité transforme quelqu'un. Oui, je crois que d'abord, dans la société, c'est un énorme danger de devenir sa propre marionnette, son propre pantin. On a tous une image sociale et le danger est très très grand de confondre son visage, son existence, son identité avec son image. Mais alors quand on a une image entre guillemets publique et qu'on travaille en particulier à la télévision, qui est le métier où on montre son image, je crois que le risque il est multiplié. Même si je disais par 100, ce serait gentil. Et je sais pas ce que vous en pensez et comment vous avez vécu cette expérience, mais c'était douloureux, c'était compliqué, je trouve, d'avoir son visage dans une boîte qui est chez les gens. Et à un moment, j'ai eu besoin de prendre une distance pour pouvoir écrire. D'ailleurs, je me demande si le fait d'écrire des romans, c'est pas pour vous une occasion d'échapper justement à cette pression. Est-ce que je me trompais-je? Oui, non, vous vous trompez pas. Je crois même que, ce qui m'intéresse moi dans la télévision, c'est de participer au débat public, c'est de comprendre notre époque, mais entre guillemets pour écrire des romans. Et c'est pas l'inverse. Moi, c'est comme ça que je verrai la hiérarchie, en tout cas dans ma vie. Mais c'est vrai, et c'est pour ça que je me suis beaucoup amusé avec ce personnage d'un type qui est chroniqueur. Alors je me suis un peu moqué de l'image que les haters entre guillemets peuvent avoir de moi, ceux qui disent que je suis un type qui encule des mouches tout le temps avec des fausses nuances, qui ne s'exprime jamais, qui se positionne jamais, qui est un peu lâche, etc. Je me suis amusé sur cette image, mais je me suis surtout amusé et c'est pour ça que ce personnage n'est pas moi, de représenter le type que je ne veux surtout pas devenir. Et c'est vrai que chaque fois que je vais à une émission de télé, je me dis toujours la pente, elle est tellement facile d'abord de devenir une merde égocentrique. Et j'ai vu en l'espace de 4 ans. Non mais je suis sûr que vous en connaissez. Mais là vous êtes omniprésent, alors c'est dangereux, vous êtes en danger mon cher Nathan. Alors on verra, mais je pense que c'est important en tout cas de savoir que ce danger existe. Moi j'ai pu voir en l'espace de 4 ans, c'est pas grand chose, mais des gens qui étaient hyper sympathiques et du jour
où ils ont eu une émission, une chronique, etc., devenir le contraire d'eux-mêmes. Vous allez devoir donner des noms. Non, je vais pas donner de noms parce que je les ai oubliés ou je les invente peut-être. Mais en tout cas, je crois que le risque, il est très grand. Et le risque surtout de parler pour ne rien dire, ou en tout cas de parler en se croyant tout permis et en se croyant autorisé à expliquer le monde à coups de petites phrases et de petits slogans tout construits. Et je crois que le roman, c'est précisément le contraire. C'est l'art de nommer autrement le monde. Par exemple, Burnout, Surchauffe. Vous voyez, c'est un travail de nommer le monde mieux qu'il ne se nomme lui-même. Alors, malgré la surchauffe, vous ne transpirez pas en écrivant votre livre. Il y a beaucoup de moments de plaisir. Et c'est d'ailleurs ce qui sauve du conte philosophique qui pourrait être démonstratif ou manichéen. Je trouve que vous arrivez toujours à vous amuser. Et donc, nous aussi, je cite une phrase qui est désespérante mais drôle. Nous organiserons d'immenses rave parties dans des cathédrales et dans les centres d'impôts. Vous imaginez qu'il y aura des raves, des raves à Bercy. C'est possible. Ouais, pourquoi pas. Ce sera le signe que c'est la fin du monde, en tout cas. Et j'ai vu, il y a un épisode des Simpsons là-dessus, où c'est la fin du monde, et les gens qui sont à l'église vont se bourrer la gueule, et les gens qui se bourrent la gueule partent à l'église. Mais je l'ai vu après. Vous aimez bien aussi vos personnages, enfin, vous vous intéressez à eux, vous vous amusez aussi avec eux. C'est ça un romancier finalement par rapport à un essayiste, puisque vous faites les deux. C'est de se mettre à la place de quelqu'un et voilà. Qu'est-ce que je ferais si je bossais pour Six Senses ou je ne sais pas quelle chaîne hôtelière de luxe. Je crois que c'est ça, et je crois que c'est arrêter de réfléchir. D'abord, par rapport à un essai. Quelles vacances. C'est important, non mais c'est vrai. Arrêter d'avoir des certitudes, arrêter d'avoir des vérités. On peut écrire un essai ou un article dans le journal quand on a quelque chose à dire. Je crois que le roman, c'est l'inverse, c'est quand on dit « je suis paumé ». Je suis paumé devant un sujet qui me dépasse, qui me fascine, qui est sublime, qui est beau, qui m'emporte, mais je n'ai rien à en dire de définitif. Et sur les personnages, c'est un peu ça aussi. C'est les voir se construire. Peut-être avec parfois une passerelle qui nous mène vers eux, mais ensuite les voir prendre leur autonomie, exister en tant que tels, et nous emmener dans des terrains où on ne serait pas allé spontanément. Et puis vous vous amusez, alors quand je dis vous vous amusez, bon, par exemple, vous pensez toujours que le mariage est une colocation toxique ? Non, voilà, ça moi je ne le pense pas. J'ai la chance de l'être, de vivre, et je ne le vis pas ainsi. Et vous dites aussi que la planète est un arrière-plan pour les stories Insta. Oui. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Ça... D'ailleurs, les clients de ce genre d'hôtel très luxueux passent leur journée à prendre des photos. Ah bah c'est ce que j'allais dire. J'étais en Grèce cet été. J'étais absolument sidéré par. J'étais dans un village dont l'attraction était le coucher du soleil. Alors le village était désert toute la journée. Et entre 17h et 19h, des bus entiers qui se déversaient, de gens qui prenaient leurs photos et qui regardaient même pas le soleil se coucher. On est en effet, je crois, dans cette réalité, et je crois que c'est assez banal d'ailleurs de le souligner. Oui. Alors, j'ai un seul bémol dans mon papier sur votre livre du Figaro. Je dis que les passages sur la tribu des Sentinelles sentent un peu la documentation, parce que évidemment, vous n'êtes pas allé sur cette île, sinon vous ne seriez plus là pour en parler. Mais c'est vrai, ça, vraiment, il y a personne qui ait réussi à aller sur l'île des Sentinelles en revenant vivant. Oui, alors c'est vrai que moi d'abord, évidemment, quand on écrit sur une île comme ça pendant 2 ans dont on ne peut rien savoir, on a tout de suite la tentation, évidemment, de se dire j'aimerais bien savoir, y aller, mais en effet, 1, c'est interdit. 2, quand j'ai fini d'écrire le livre, au moment où il partait à l'impression, il y a un touriste américain, russo-américain, qui est allé sur l'île pour déposer une canette de soda sur la plage, qui voulait offrir aux sentinelles. C'est pour vous dire, il y a des malades dans le monde. Vraiment, il doit y avoir 5000 fous furieux dont je fais un peu partie, qui sont vraiment fascinés par cette île, et il va faire 7 ans de prison. Le type, juste pour avoir posé sa canette. Il n'a pas été tué, il a été arrêté avant de pouvoir vraiment rentrer. Et il y a eu des anthropologues dans les années 70, dont un qui s'appelait Trinoclade Pandit, qui ont fait des explorations, mais qui pour la plupart s'arrêtaient vraiment sur la plage. Et une fois, il est rentré, il a fait 3-4 mètres à l'intérieur, mais c'est tout. Et donc, c'est vraiment fascinant. C'est l'île... En fait, un remake de l'île mystérieuse ou de l'île au trésor de Stevenson, mixé avec Koh-Lanta. C'est ça un peu votre livre. On passe au questionnaire de Bec BD. J'allais pas faire celui de quelqu'un d'autre. Pourquoi un jeune devrait-il lire Surchauffe plutôt que de scroller sur TikTok ? Ah, c'est une belle question. Un jeune a raison, je trouve, enfin pas tous, mais pour ceux c'est le cas, d'avoir une fascination pour les écrans, en tout cas je comprends qu'ils puissent être fascinés par les écrans et se dire le papier ça me saoule, les livres ça me saoule. Et c'est vrai que quand j'écris, j'essaye en particulier de penser au fait que
qu'aujourd'hui, le livre séduit beaucoup moins qu'avant. Oui. Et je pense qu'au lieu de se replier, il faut se dire, c'est un challenge, c'est un défi pour la littérature que d'essayer d'aller reconquérir des gens qu'on a pu perdre. Oui, parce que vous avez 27 ans, dans votre génération, il y a peu de gens qui lisent. Enfin, vous avez beaucoup de gens peut-être autour de vous puisque vous êtes normalien. Non, mais c'est vrai. Il y en a on lit de moins en moins. Et même au cinéma, c'est marrant parce que souvent les gens regardent leur iPhone ou leur téléphone pendant qu'ils voient le film parce que même voir un film de 3 heures, ça devient trop long. Ouais. Et mais je crois que c'est extrêmement excitant parce que il y a là la possibilité de se dire, un peu comme quand la photographie a été créée. C'est là qu'il y a eu les mouvements en peinture les plus intéressants parce qu'ils se sont libérés du réalisme. Peut-être que là, on peut aussi créer quelque chose qui va reconquérir ces jeunes et ces moins jeunes qui aiment moins les livres. Ouais. Souhaitons-le. Souhaitons-le. Pensez-vous qu'un écrivain doit être gentil? Oui. Ah tiens. Oui, je pense qu'il y a une... Faut être gentil dans la vie ou gentil dans le livre? Non, pas dans le livre. Ah, ouf. Mais je pense qu'il y a une fascination chez beaucoup d'auteurs pour la méchanceté, en se disant qu'il suffit d'être méchant pour avoir du talent et voir que ça remplace le talent. Et je pense que ça explique une partie aussi du rapport qu'il y a pu avoir en France entre la littérature et une certaine forme de mal. Peut-être c'était des gens qui se sont dit il suffit d'être méchant ou de faire semblant de l'être, parce que souvent c'est pas des vrais méchants, pour avoir du talent. C'est la faute à Baudelaire. Baudelaire, les fleurs du mal. C'est pas les fleurs du bien, c'est les fleurs du mal. Et donc, c'est par sa faute. En France, on est tous devenus méchants. Avez-vous déjà écrit en état d'ivresse? Est-ce que j'ai déjà écrit en état de sobriété? C'est plutôt ça la question. C'est ça la question. Déjà, on ne peut pas le dire, mais vous êtes en train de boire pendant cette émission. De l'urine, comme vous m'avez dit de le dire. Que pensez-vous de la critique littéraire? Est-ce que la critique littéraire est un mal nécessaire ou juste une perte de temps? Je pense que c'est un art. Vraiment. Je suis content. Il y a un livre que j'adore de Oscar Wilde qui s'appelle The Reader as an Artist. Non, The Critic as an Artist. C'est un art à part entière. Et c'est pas seulement dire bien, pas bien au résumé. C'est un art peut-être même plus important que l'écriture, je dirais. Avez-vous menti durant cette conversation? Je crois pas. La question Fahrenheit 451. Imaginez, ça va vous plaire, un monde où les livres seraient interdits. Oui. Quel livre êtes-vous prêt à apprendre par cœur pour le sauver? La Bible. Oh, mais il y a du boulot! Oui, mais c'est combien de pages? Au moins, si je le connais par cœur, j'ai de la lecture. Oui, de la lecture mentale. Oui. Donc, dernière question, Nathan Devers, quel est votre âge mental? Alors, je sais pas, c'est bizarre parce que il y a beaucoup de gens qui me disent tu as 50 ans. Mais alors, je sais pas. Oui, c'est marrant parce que souvent les invités à cette question répondent un âge d'enfant, 7 ans, 8 ans. Vous êtes le premier à vous vieillir. À me vieillir. Mais c'est vrai que vous avez peut-être une cinquantaine d'années. Mais j'en ai aucune idée parce que l'intérieur, n'ayant jamais eu 50 ans. Nous verrons bien. Merci infiniment, Nathan Devers, d'être venu dans cette émission pour parler de Surchauffe. Donc je donne l'ordre à toute personne qui tombe sur cette émission de lire Surchauffe aux éditions Albin Michel. Abonnez-vous, commentez, insultez-moi en allemand, ça m'aidera à progresser. Cette émission, je rappelle qu'il y a une version 26 minutes qui passe le samedi soir sur Figaro TV. Ils me regardent tous parce que je me gourre à chaque fois. Et puis ensuite la version intégrale de la conversation, à peu près 1 heure, sur YouTube, la semaine suivante, le vendredi soir. Enfin voilà, vous pouvez les regarder quand vous voulez. Et enfin, n'oubliez pas, c'est le plus important, lisez des livres, sinon vous mourrez idiot. Bonsoir. Merci. 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 On est allé un peu partout, mais c'était trop bien.